médecin, c'était quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, c'est le sachant par rapport à votre santé. En fait, des médecins, on en parle extrêmement peu, et c'est toujours pris comme des cas isolés, mais comme dans tous les endroits de pouvoir, il y a des prédateurs et on n'en parle jamais. Et c'est éminemment dangereux, c'est éminemment grave, parce que les médecins ont un pouvoir de dingue, un ascendant de dingue sur les patients ou les parents des patients. Ils sont au carrefour de plusieurs trucs. Quand on le prend au niveau de la chaîne judiciaire, les médecins peuvent être jugés partis parce qu'ils sont experts. C'est eux, déjà la médecine légale, c'est eux qui vont regarder, qui vont estimer s'il y a eu une violence ou s'il n'y en a pas eu. C'est eux qui vont, on va encore, les experts, on va faire appel encore à des médecins, des psychiatres pour estimer la crédibilité d'une victime, ce qu'ils peuvent dire. Ils sont en fait au cœur de la chaîne judiciaire, d'autant plus que les juges ont complètement délégué leur pouvoir, faute de moyens, aux experts. Donc en fait, il y a des prédateurs isolés, c'est vrai, au milieu des médecins, mais il y a aussi une criminalité organisée qui est rentrée dans la médecine. Je l'ai constaté. Quand il y en a un qui se fait attraper, on se rend compte qu'en fait, il travaillait avec un deuxième, et puis un troisième. Éventuellement, il n'y a qu'à voir l'affaire Le Squarneck, où mine de rien, on se rend compte que dans son entourage, il y avait un anesthésiste, et puis après, il y avait un deuxième médecin. C'est tellement pratique, les anesthésistes. On parle de la plus grande affaire de pédocriminalité en France. Et ce procès hors norme qui s'est clôturé cet après-midi en France. L'ex-chirurgien Joël Le Squarneck a été condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion pour violences sexuelles sur près de 300 victimes. Quel raté! Quelle honte! Ouais, c'est un déchirement, pas de peine de sûreté, mais en fait c'est une honte judiciaire. C'est la double peine pour nous, puisque nous, il nous a pris notre vie de fille, de femme. Bon, donc quand j'étais mineure, j'ai été victime de violences sexuelles par un professionnel de santé. Tu as vu des professionnels qui, en gros, enfin, c'était limite, qui n'ont rien fait du tout. D'autres médecins, effectivement, m'ont tourné le dos en consultation, c'est-à-dire qu'en fait, ne m'ont pas posé de questions par rapport aux violences que j'avais subies, ont été en fait dans l'évitement de la thématique, même dans le cadre en fait de leur cabinet, donc ce qui est extrêmement pour moi difficile à comprendre et à admettre. Il ne faut pas une sensibilité particulière pour se dire que quand quelqu'un vous raconte qu'elle a été victime de violences d'un médecin, pour se dire que ça va pas et que ce confrère, donc quand il s'agit d'un autre médecin, ce confrère est dangereux et mériterait peut-être qu'on alerte au moins les instances ordinales. Parce qu'en fait, quand la chose la plus grave qu'on ait subie est pas dénoncée, est pas sanctionnée, en fait, on a l'impression que effectivement, c'est comme si on était éradiqué de la carte. Quand j'ai essayé d'en parler, j'étais déjà majeure. J'avais à peu près les premières fois, je devais avoir 24 ans. J'ai eu le sentiment qu'effectivement, ils savaient très bien de quoi je parlais. Enfin, ils avaient très bien identifié le problème. Mais en fait, j'ai été confrontée à des gens effectivement qui m'ont. En fait, je crois qu'ils étaient très embêtés de cette charge qui leur incombait. Donc finalement, le mieux, c'était de me laisser tomber. Ouais. Donc voilà, enfin, c'est ce qu'ils ont fait. Même dans le secret de leur cabinet, ils n'ont pas fait leur travail.
Cette affaire, elle a commencé il y a 6 ans, en 2015, où j'ai commencé à recevoir une première plainte vers le mois d'avril-mai, et puis une deuxième plainte en septembre 2015. Mais c'était bien suite à un signalement que le père a porté plainte contre moi. Le père qui est médecin? Le père qui est médecin. D'accord. Et donc vous, c'était un signalement pourquoi? C'était un signalement pour enfant en danger. D'accord. Donc le père a porté plainte devant le Conseil de l'Ordre et s'est rétracté au moment de la conciliation, donc a retiré sa plainte. Le Conseil de l'Ordre s'est réuni ensuite en commission plénière. D'ailleurs, en conciliation, il m'avait été dit qu'il pouvait me poursuivre, même si le père retirait sa plainte. Et ils m'ont effectivement poursuivi en chambre disciplinaire régionale. D'après vous, pourquoi le père il a retiré sa plainte? Je ne sais pas. Vous savez pas? En tout cas, ce que je sais, c'est que les accusations qu'il portait contre moi étaient fausses. Ouais. Donc il y avait, je crois, 17 accusations. Je les avais comptées à un moment donné, tellement c'était fou. L'enfant ne voulait pas que je contacte son père, que je le reçoive. Il y avait une plainte pour maltraitance, il y avait un signalement. Le père m'avait quand même appelé et j'avais échangé avec lui. Il ne s'était pas opposé au suivi. Donc j'avais échangé brièvement avec lui, il ne s'était pas opposé au suivi. Donc pour moi, l'autorité parentale conjointe était respectée. Il disait que les informations préoccupantes que j'avais pu faire, c'était pas des informations préoccupantes. Que mon dossier médical, c'était pas un dossier médical. Enfin voilà, donc il y avait rien qui allait. On me reprochait tout et n'importe quoi, sans que je comprenne vraiment effectivement en quoi j'avais précisément fait une erreur ou une faute. Et par exemple, donc si c'était pas une information préoccupante, c'était quoi? C'était pas une information préoccupante, ça pouvait être une attestation qui faisait immixtion dans les affaires de famille par exemple, sauf qu'une attestation, un certificat médical, ça a une certaine forme que n'avait pas mon information préoccupante, puisque mon information préoccupante, je ne l'avais pas donnée à la famille et je l'avais envoyée directement à la CRIP. Donc ça tenait pas à la route. Non, c'est ridicule. Mais alors, comment... Et il y avait aussi une histoire d'échange de mails qu'ils avaient récupérés. J'avais échangé des mails avec la maman, des mails dans lesquels je lui donnais des conseils pour protéger sa fille, pour éventuellement se protéger aussi elle. Et nous avions échangé sur une vidéo de Playmobil qu'elle avait réalisée, qui était une vidéo qui parlait de maltraitance, mais qui était totalement anonyme, anonymisée. C'était des Playmobil, donc je ne vois pas comment on peut reconnaître une affaire au travers de Playmobil, surtout une affaire aussi, quelque part, banale. Donc toi, tu vas porter plainte, c'est prescrit. C'est prescrit, donc en fait, ça va au Conseil de l'Ordre des médecins. Ça va au Conseil de l'Ordre des médecins qui ne fait pas son travail. Du coup, il y a eu une procédure, mais en fait, je n'étais que témoin et j'étais toute seule. J'avais très 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 peur et je me sentais entièrement démunie. Et à ce moment-là, on a besoin effectivement d'être accompagné. Enfin, ça, c'est pas un accompagnement seulement dans le soin dont on a besoin, c'est un accompagnement aussi au niveau judiciaire. C'est un accompagnement, sentir que la communauté se mobilise pour vous. Je n'ai à l'époque pas porté plainte devant le Conseil de l'Ordre. Je crois que j'étais tellement démunie, j'étais tellement effrayée que je n'ai pas été en capacité toute seule de mobiliser les moyens requis. J'ai fait un signalement au niveau judiciaire parce que effectivement, je dénonçais les faits. Je savais très bien que ce signalement n'aboutirait pas à une procédure, puisque effectivement les faits étaient prescrits. Oui. Donc en fait, pourquoi j'ai fait ça? Dans un premier temps, c'était parce que je me sentais énormément coupable finalement de ne pas l'avoir fait avant, parce que je me disais, il y a possiblement et malheureusement très certainement d'autres victimes. La raison pour laquelle je trouve ce sujet des médecins tout à fait essentiel, c'est que en fait ils sont amenés à prendre en charge énormément de victimes.
ces victimes, pour certaines, ont déjà subi des traumatismes majeurs. Comment on peut laisser des gens qui ont déjà agressé des personnes recevoir des gens qui sont parfois d'anciennes victimes? Qu'est-ce qu'on met en place au niveau des instances du Conseil de l'ordre et au niveau pour effectivement même ces médecins agresseurs, enfin, quelle est leur histoire? Est-ce qu'ils sont pris en charge? Moi, j'aimerais avoir des réponses là-dessus. Ouais, c'est dur, la pauvre. J'ai la chance d'être accompagnée par une amie, sinon c'était trop dur, mais j'ai appris des choses que je connaissais pas là, de la part des avocats, des parties civiles, notamment que 94% des mères, qui savaient ne disent rien, et je fais partie de ces enfants dont la mère a rien dit. Comment on ressort d'une telle audition, avoir écouté tous ces témoignages? Ça va être pas facile, mais vous êtes étudiante en droit. C'est ça. Au-delà de ça, vous êtes une femme aussi, peut-être une future maman. C'est ça, ce que j'espère. Et donc c'est vachement perturbant et choquant de se dire que certaines personnes du corps médical ont du mal et n'ont pas envie de dénoncer leurs collègues alors qu'on parle de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Et de se dire que moi j'espère plus tard pouvoir devenir maman et de me dire que je vais laisser certainement mes enfants devoir aller à l'hôpital pour peut-être juste une appendicite et qu'ils ressortiront peut-être avec beaucoup plus de séquelles. Justement, moi j'ai demandé à ce que ces échanges mails ne figurent pas dans le dossier, soient retirés immédiatement du dossier. Ça m'a tout le temps été refusé parce que ces mails, ils avaient été récupérés de manière totalement déloyale. Ils avaient été récupérés parce que cette maman avait demandé de l'aide auprès d'une association qui était censée protéger ses enfants, qu'elle avait montée avec d'autres personnes, et c'est le président de cette association qui lui demandait de lui fournir tous les mails que nous échangions. Parce qu'il s'était quand même rapproché de la mère, et après il va fournir des documents à son adversaire en fait. Exactement. Ce qui était un acte de trahison. Comment il a justifié ça, lui? Alors, je ne sais pas les raisons qu'il a données par rapport trop à ça. Moi, je sais qu'en tout cas, il m'a diffamée auprès de nombreuses personnes avec qui j'étais en lien, soit des patients, soit des personnes avec qui j'étais en lien. Il disait des choses complètement folles, que je manipulais les enfants pour leur faire inventer des fausses maltraitances. Enfin, on était dans quelque chose de complètement délirant. Moi, personnellement, j'avais absolument rien à gagner. Il y a assez d'enfants maltraités comme ça pour que j'ai besoin d'en inventer. Puis je m'en passerai largement qu'il y ait des enfants maltraités. Donc, à l'époque, j'avais 2 plaintes, puisque j'ai eu une deuxième plainte du président de cette association dont je parlais tout à l'heure, qui avait trahi la mère, qui, quelques mois après, d'un pays étranger, est réapparu mystérieusement pour porter plainte contre moi pour un mail que je lui avais envoyé 9 mois auparavant. Donc j'avais 2 plaintes. Donc ce mail où, en fait, je lui avais envoyé un mail pour lui demander d'arrêter de me diffamer auprès de toutes les personnes auprès desquelles il était en train de me diffamer, en disant que j'étais une manipulatrice, que je faisais mentir les enfants, que j'inventais des maltraitances. Enfin, il me faisait passer pour une grande folle, quelque part. Donc, je lui demandais d'arrêter cela, parce que sinon, je porterais plainte pour les calomnies et la diffamation qu'il faisait. Et où je lui demandais aussi d'arrêter de donner les éléments médicaux et les éléments confidentiels qu'il avait eus en sa possession concernant certaines affaires en tant que président de l'association qu'il avait montée, que les personnes lui avaient fait confiance et que ce n'était pas possible d'aller donner l'ensemble de ces documents
au parti adverse, ce qu'il était en train de faire, puisqu'il avait donné les mails échangés avec cette mère au père, ainsi que des éléments qu'il avait en sa possession confidentiels. C'était complètement inversé, c'est-à-dire que moi je lui demandais d'arrêter de respecter simplement la loi, hein, le secret professionnel, les confidences qu'on lui avait faites, là c'était moi qui me retrouvais accusée d'être une sorte de dictateur voulant faire taire tout le monde. Donc j'étais poursuivie pour menace. Comment on ressort d'une telle audience? Vous avez participé, vous avez vu un petit peu par écran interposé ce procès hors norme. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Du dégoût face à des criminels qui ont été camouflés, protégés ouais. Voilà, pendant des années, alors que tout aurait pu être évité en fait. C'est-à-dire que toute une nuit, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Toute une nuit, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire? Il faut que je fasse quelque chose. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ça c'était, je crois, un vendredi soir. Et le samedi matin, j'ai contacté les services du ministère de la Santé. Et donc, j'ai contacté les services du ministère de la Santé et j'ai dit, écoutez, c'est extrêmement... Enfin, j'ai demandé un entretien avec le ministre, en fait. J'ai dit, je veux lui parler. Il me dit, mais vous voulez une interview? J'ai dit, non, pas du tout, je veux pas une interview, je vais lui parler. Je vais lui parler. Il y a une situation que je voudrais dénoncer qui est extrêmement grave, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte, d'après ce qui se disait au Conseil de l'Ordre en première instance, qu'il y avait eu d'autres victimes. Ouais. Donc je me suis dit, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Et donc j'ai été rappelée par Jean Castex à l'époque parce qu'il dirigeait la DHOS. Et donc il m'a rappelée et en fait effectivement le ministère a fait appel. Mais alors c'est pareil, l'appel c'était à Paris parce que c'est là qu'est la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre. Personne n'est venu du ministère. Donc en fait je me suis retrouvée avec toute cette armée d'hommes vieux. C'était extrêmement impressionnant. La personne incriminée est venue avec un président de syndicat professionnel, avec une avocate. Et effectivement, quand moi j'ai parlé, tous ces gens pour lui étaient là, moi j'étais seule. Seule contre tous. C'est ton procès à toi. Ensuite, ils m'ont fait sortir, donc j'ai même pas pu entendre ce qu'ils disaient en réponse. Ah bon? Non, comme j'étais côté témoin, c'était bien commode, donc je suis sortie. Et ensuite, ils ont décidé que c'était moi qui m'était précipitée sur la personne. Et ça, je veux dire, ça sort d'où? Ça a été quand même une lente descente aux enfers. Sur ma vie, sur ma santé. Il y a eu un impact encore plus colossal parce qu'en fait, non seulement j'ai pas été aidée, mais en plus on a dit que c'était de ma faute. Donc, enfin, je veux dire, il y a un moment. J'ai eu la chance, enfin, de tomber sur des gens qui m'ont aidée dans le système de soins. Dont effectivement Muriel Salmona, docteur Muriel Salmona, qui a mené un gros combat très acharné et qui mène encore et qui a elle-même été victime de violences sexuelles et qui a un parcours vraiment remarquable. Ils sont rares dans le système ceux qui ont vraiment accepté, enfin qui sont engagés à tel point qu'ils ont même dénoncer le fait qu'il y avait des agresseurs, un système agresseur dans la médecine. Les médecins sont censés faire preuve de probité aussi dans leur vie personnelle. Donc c'est sur cet article du code de déontologie qu'ils pouvaient me poursuivre. Puisque même dans ma vie personnelle, voilà, j'aurais pu ne pas faire preuve de probité au travers de ce mail. Ça veut dire quand même que quand on est médecin, voilà, on n'a plus trop de droit de faire grand-chose parce que, imaginons qu'un jour je ne suis pas contente d'un artisan et que je lui dis par mail,
Il va falloir que je fasse encore preuve de probité. D'habitude, les déconsidérations de la profession, c'est des choses extrêmement graves. C'est pas un mail qu'on envoie pour dire à quelqu'un de respecter la loi. Enfin, c'était aberrant. Non, mais en plus, je veux dire, ma surprise est d'autant plus grande que moi, j'ai vu le Conseil de l'ordre, pour le coup, justifier, par exemple, de ne pas suspendre un médecin qui avait été poursuivi pour agression sexuelle parce qu'il ne l'avait pas fait dans le cadre de sa profession. Ça fait un énorme travail de communication, en fait, enfin d'information. Quand il y a eu le rapport de la Cour des comptes, là, qui dénonce des situations, même dans certains endroits, en les pointant, etc. Le rapport de la Cour des comptes au sujet de l'ordre des médecins, parce que... Oui, pardon, fin 2019, en décembre 2019, il y a eu un rapport sur l'ordre des médecins qui est très à charge. Très à charge par rapport au système. Je suis consciente que le problème est multiforme parce que il y a toute la question de la démographie médicale, en fait. Est-ce que le choix, c'est de se dire, bah, bon, c'est pas, on va passer outre le fait que certains soient maltraités parce que finalement, bah, ils en soignent d'autres. On peut pas occulter le sujet comme ça. On peut pas occulter le sujet comme ça. Je croyais que j'étais illégitime, je croyais que j'étais quelqu'un de mauvais, en fait. J'avais intégré ce qu'on m'avait dit, tout ce qu'on m'avait dit de dégueulasse, tout ce qu'on m'avait mis dans la figure, j'avais intégré que c'était vrai. Et en fait, je me sentais, oui, en fait, je rasais les murs. Je me sentais totalement... Oui, enfin... Bah, c'est comme si j'avais pas eu le droit de vivre, en fait. Cette personne l'a proposé en réponse à quelques tweets que j'ai commencé à faire. Et puis du coup, bah, après, je me suis dit, bon, bah, ce hashtag, ce sera le hashtag français de ça. Et donc, à partir de là, bah, j'ai essayé tous les jours de regarder. Alors, c'était très simple, hein, c'était une veille sur Google. Je regardais ce que je trouvais. Donc, en fait, ça a été aussi une prise de conscience sur l'ensemble du système de santé. En fait, que les violences, elles commencent en fait, sur les étudiants et étudiantes, surtout majoritairement de médecine. Et en fait, bah, ces personnes-là, bah, c'est pareil, il y a la loi du silence. En fait, c'est très peu dénoncé parce qu'en fait, elles craignent de ne pas pouvoir poursuivre leurs études, d'être empêchées par ceux qui sont en charge. Et en fait, tout fonctionne comme ça. Est-ce que vous pensez que cet acharnement dont vous avez été victime, c'était parce que la personne, au départ, qui se plaignait de vous, était un médecin et qu'on pensait donc du coup que vous étiez une mauvaise collègue? Peut-être que ça a joué, peut-être que ça a favorisé des choses, mais je crois que vu l'acharnement qu'il y avait à mon encontre, je pense que ce n'est pas cette affaire-là qui était, comment dire, dans le collimateur de l'ordre, c'était des choses beaucoup plus importante puisque c'est le REPA, l'association que je préside, qui est manifestement mise en cause, si j'en crois les rumeurs qui m'ont été rapportées, puisque manifestement, on m'avait déjà en 2015, j'avais entendu que l'ordre disait que le REPA était une secte. Des personnes de l'ordre disaient que le REPA était une secte. Et que c'est sur ces motifs-là que j'avais insidieusement été poursuivi. Ce que le président de l'ordre, le docteur avait alors démenti, puisque je lui avais demandé de faire cesser immédiatement ces rumeurs. Malgré cela, j'ai vu que ces rumeurs ressortaient il n'y a pas longtemps, puisque dans le journal de Libération, le docteur Oustric, qui est donc le nouveau président de l'ordre du conseil départemental de Haute-Garonne, a repris ses propos pour dire que le REPA était dans des dérives sectaires et que l'organisme gouvernemental chargé des sectes ferait bien de s'intéresser à nous. Et donc, pourquoi il donne quoi comme raison? Ah ben, ils ne donnent pas de raison parce qu'il n'y en a pas. Donc ils ne peuvent pas en donner. En général, des fois ils inventent, en fait, je veux dire. Ah ben non, mais je serais curieuse d'avoir leur raison. D'accord, une secte. Une secte. Donc justement... Une secte sans adeptes, mais une secte.
Et son gourou? J'imagine c'est moi le gourou, mais bon. Oui, mais enfin, parce qu'en fait, c'est un réseau de professionnels. Mais justement, si vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le REPA. Voilà. Et donc, quand est-ce que vous l'avez. Pourquoi tout ça? Donc, ça n'a absolument pas ni la forme de secte, ni le fonctionnement d'une secte, bien évidemment. Je veux dire, vous l'avez fondé. Donc, le REPA, c'est une association, loi 1901. Voilà, fondée de manière tout à fait légale, fondée avec le docteur Maurice Berger et avec la psychologue Hélène Romano, qui sont des personnes très connues dans la protection de l'enfance. Donc, qui a été fondée quand et qui a été fondée en 2014, en septembre 2014, soit quelques mois. Quelques mois avant le début avant la première plainte. Voilà. Et que j'étais allée présenter à l'ordre, à l'époque. Que j'étais allée présenter au docteur qui était président de l'ordre à l'époque, pour lui expliquer ce que nous allions faire, le but de l'association, les objets. Et donc c'était quoi? Et il m'avait offert un code de déontologie. Oui. Que j'ai eu largement l'occasion d'utiliser par la suite. Il vous a offert un code de déontologie. Et donc vous lui aviez présenté comment ce réseau? Qu'est-ce que vous lui aviez? Je lui avais dit qu'on était un réseau de professionnels dont le but était de s'entraider sur des conseils, soit cliniques, sur des affaires de maltraitance, parce que des fois c'est évident et des fois c'est beaucoup plus compliqué, donc de pouvoir réfléchir bien sûr de manière anonyme, en respectant le secret professionnel, échanger sur la clinique de la maltraitance, aussi se soutenir parce qu'on était quand même tous face à des affaires qu'on n'arrivait pas du tout à faire. Des enfants qu'on n'arrivait pas du tout à protéger, en particulier en matière d'inceste, des affaires qui étaient tout le temps classées sans suite, donc on était tous épuisés de ça, et on avait vraiment besoin de créer un réseau, déjà pour voir si effectivement ces dysfonctionnements ils étaient généraux, ou si c'était peut-être que certains thérapeutes qui les rencontraient, se posaient la question de est-ce qu'on faisait bien quand même notre travail, parce que moi je me posais sérieusement la question, je me disais peut-être que finalement je ne sais pas faire un signalement, je ne dois pas mettre ce qu'il faut, pourquoi je ne suis pas entendue quand je signale un enfant maltraité, donc c'était aussi pour échanger là-dessus. Et essayer de comprendre ce qui se passait aussi, pourquoi on était confrontés, pourquoi on se retrouvait dans cette impuissance-là à faire protéger les enfants. Et éventuellement faire remonter les dysfonctionnements si on en trouvait pour pouvoir faire évoluer les choses. Bien sûr. Pour la protection des enfants. C'était ça le but de l'association. Quand vous allez présenter ce projet, vous vous sentiez obligé d'aller le présenter au Conseil de l'Ordre? Je voulais quand même avoir leur aval, oui, leur aval, l'assurance qu'on faisait correctement les choses, parce qu'on ne sait jamais. Quand on débute quelque chose comme ça, on peut faire des erreurs. Donc j'avais besoin de vérifier que tout était en ordre. Je suis quelqu'un qui respecte extrêmement la loi et j'aime bien que tout soit bien, carré. Voilà, bien carré. Donc je suis allée vérifier que tout était bien carré. Et donc il vous a dit quelque chose? Non, rien. Rien du tout, il vous a juste offert un code de déontologie. Offert un code de déontologie. Ah, incroyable. C'est très rapidement qu'on vous a accusé de sectarisme. Ces enfants, pour l'ordre, manifestement, étaient l'objet de manipulation maternelle et avaient été, contraints de mentir pour accuser faussement le père. Donc on est complètement dans l'aliénation. Le syndrome d'aliénation parentale, le SAP. De toute façon, le syndrome d'aliénation parentale, il n'est pas reconnu, en fait, scientifiquement. Il n'est pas reconnu scientifiquement, il y a des situations rares, mais il y en a d'emprise. On n'était pas du tout dans une situation d'emprise, donc l'enfant n'était pas délirant non plus. Donc j'avais suffisamment d'éléments cliniques. C'est des bons retardements, des dangers publics. Je vois pas comment on peut, les laisser opérer auprès des personnes. Oui. C'est juste ça, c'est un principe de précaution. Bah oui. Parce que, on peut pas faire ça. Et on le fait.
Ben on le fait, oui. J'avais envoyé un mot à Jean Castex en lui disant, écoutez, c'est bien de demander aux gens d'être responsables de leur vie, mais il faut aussi leur en donner les moyens. Et là, je dois reconnaître, il m'avait donné contact avec un médecin qui travaillait à l'époque au ministère de la Santé. Et en fait, j'étais allée voir cette personne et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais peu formée, donc il me dit oui, les médecins qui font ça, font pas forcément pervers et tout. Mais enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, moi, j'étais pas armée pour répondre à ça. Puis enfin, je veux dire, c'était quoi. Les médecins qui font ça, c'est-à-dire ce qu'ils avaient fait à toi. Enfin, ce que ils n'étaient pas forcément pervers. Non, voilà. Il m'a dit ça. Ouais. Il faut former les médecins déjà sur le sujet des violences parce qu'en fait, j'ai l'impression, enfin, à ma connaissance, ils ne le sont pas véritablement. C'est considéré encore comme un sujet de seconde zone, ce qui est absolument faux. Ça a un impact en santé qui est documenté par toutes les études. Donc, effectivement, toutes les violences, effectivement, ça doit être un sujet phare. De la formation initiale et en formation continue aussi. Ensuite, on a fait aussi un autre module qui s'appelle protection des personnes en situation de handicap contre les violences sexuelles. Parce que ça, c'est pareil. Dans l'idée des gens, oui, un agresseur. De toute façon, ils pensent que personne va s'en prendre à une personne handicapée. Bah oui, bien sûr que si. Mais si je le précise, c'est parce que dans l'esprit des gens, effectivement, qu'est-ce qu'on peut trouver à une personne handicapée? Mais c'est pas un sujet de désir, le sujet des violences sexuelles. C'est un sujet de prédation. Donc, enfin, ça n'a rien à voir. Bien sûr, mais les handicapés, enfin toutes les personnes vulnérables, y compris les personnes âgées, bien sûr, sont particulièrement exposées. Laurence Bonneux, Joël Le Squarnec, est-ce que c'était un nom qui revenait souvent dans vos enquêtes? Non, j'avais entendu parler, comme beaucoup de gens, parce ça avait été médiatisé, du premier procès, Le Squarnec, pour le procès pour lequel il a été condamné à 15 ans de prison pour avoir violé sa petite voisine et des enfants de son entourage, de sa famille. Et bon, on en avait à l'époque déjà parlé parce que à ce moment-là, on s'était rendu compte que c'était un médecin qui exerçait alors qu'il avait été condamné pour détention de documents pédopornographiques. Donc il était connu, par la police. C'était différent parce que malgré tout, c'était pas dans l'exercice de sa profession. Donc voilà, c'était en fait juste quelqu'un qui était connu pour avoir des penchants pour les enfants. Une attirance sexuelle pour les enfants, qui consultait des documents pédopornographiques et qui était passé à l'acte. Évidemment, là c'est différent parce que on se rend compte qu'on l'a laissé exercer sa profession, y compris avec des enfants, et d'ailleurs beaucoup avec des enfants, et que le résultat c'est 349 victimes connues, dont l'immense majorité sont des mineurs. J'ai surmonté ma peur de témoigner, déjà devant le Conseil de l'ordre à l'époque, dans le souci des autres. Parce que je me disais, mais il y a d'autres personnes. Il y a des personnes, sur certaines enquêtes, on a vu effectivement qu'il y avait eu des décès de patients quand même, qui se sont flingués. Mais je crois qu'on est tous un peu aveugles parfois aux situations des autres. Ça, je veux dire, je pense qu'il faut responsabiliser les gens sur tout ça. C'est ça, en fait, moi le parcours que j'ai, en fait... c'est que, en fait, d'être passé de mon cas particulier, grâce à Muriel Salmona, j'ai pris conscience que j'étais une parmi tant. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir donc? Ce matin, en fait, j'ai lu leur appel et leur interview dans Libération, leurs lettres, etc. Et en fait, je me suis dit, il est incroyable qu'ils se sentent seuls et qu'ils ressentent une forme d'indifférence sur ce qui est en train de se passer dans ce procès. Donc c'est pas seulement le procès d'un homme, c'est le procès également de différentes institutions qui n'ont pas fait leur travail. C'est le procès d'un monde médical refermé sur lui-même, d'un ordre qui n'a pas pris ses responsabilités. C'est le procès, mais au-delà de tout cela, vraiment d'une société. Je sais pas comment le dire autrement. Le Squarnec, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. En tous les cas, moi, je ne veux pas que le Squarnec soit l'espèce de bouc émissaire facile d'une société qui n'a pas voulu voir.
Et ce que nous avons vu lundi, c'est le spectacle de nombre de professionnels du monde de la santé qui n'assument pas leurs responsabilités. En réalité, la seule qui les a assumées de manière spontanée, c'est celle qui est en bout de chaîne, c'est la directrice du centre hospitalier de Zonzac qui a reconnu des dysfonctionnements, là où ni les hauts fonctionnaires, ni les anciens directeurs de la RH n'ont spontanément, de la même manière que ni les ordres des médecins départementaux, n'ont assumé spontanément quoi que ce soit. Ce qui est glaçant, car au-delà du monde judiciaire, nous sommes tous des citoyens, des usagers du service public de santé, peut-être même pour certains d'entre nous des parents d'usagers du service public de la santé, c'est que quasiment rien n'a changé depuis 20 ou 30 ans. Aucune réunion n'a été effectuée pour faire l'introspection dans les hôpitaux avec les anciens collègues de Joël Le Squarnec. Une haute fonctionnaire, ancienne directrice au ministère de la Santé, a déclaré qu'il ne servirait à son avis à rien de diligenter une inspection générale des services dans la mesure où tout cela est l'affaire d'un homme uniquement. Eh bien, si vous voulez, M. Le Squarnec est certes coupable, mais il serait quand même très injuste de lui mettre plus sur la tête que tout ce qu'il a déjà reconnu et ce qu'il a déjà commis. La responsabilité de l'organisation du système de santé ne lui a jamais incombé. Et en réalité, si nous pouvons faire de cette affaire absolument affreuse pour les parties civiles quelque chose de positif, ce serait en réfléchissant sur comment faire pour qu'il n'y ait pas un autre Joël Le Squarnec qui puisse agir. Aujourd'hui, cela n'est pas garanti et bien qu'il soit en prison, l'hôpital demeure dangereux pour ces raisons-là. Et sur un dossier comme ça, est-ce que c'est des psychiatres qui siègent? Il y a très peu de psychiatres à l'ordre, hein, donc, et je crois qu'il n'y a pas de pédopsychiatre. Non, mais parce que c'est un petit peu embêtant, parce que, en fait, je veux dire, même si on prend par exemple le président de l'époque, il est gynécologue. Quelque part, il n'est pas je veux dire, quand il parle de SAP, il n'est pas du tout dans sa spécialité. Oui. C'est un peu comme si, je sais pas moi, un pneumologue allait expliquer son métier à un néphrologue. Mais bien sûr, mais surtout il aurait fallu, et je crois qu'il n'y en avait pas à l'époque, alors peut-être je me trompe, mais il ne me semble pas, il aurait fallu quand même un pédopsychiatre. Et de toute façon, la seule personne qui avait examiné cet enfant, c'était moi. Donc, il n'y avait que moi qui était capable d'objectiver la situation et de donner un avis objectif sur la situation. Personne à l'ordre n'avait vu cet enfant. Et donc, pour en revenir donc à cette procédure, donc vous avez 2 plaintes devant le conseil régional. Donc j'ai 2 plaintes au conseil régional. Donc la première du père qui s'est désisté, j'ai un avertissement, donc la plus petite peine pour immixtion dans les affaires de famille, parce que j'ai donné, je crois qu'à l'époque c'est parce que j'avais donné mon avis sur la vidéo de Playmobil que je trouvais très bien et que je voulais faire circuler dans les associations de protection comme un matériel didactique. Et quel était le rapport entre cette vidéo et les affaires de famille ? Parce que probablement, il pensait que la vidéo n'était pas complètement anonyme ou j'en sais rien, ou que cette vidéo avait été utilisée contre le père, alors que c'était pas, en tout cas, c'était pas du tout ça, selon moi. Hein, c'était juste une vidéo anonyme, je trouvais didactique, c'est un matériel didactique et pédagogique. Dans notre pratique quotidienne, pour protéger les enfants, on est quand même très très embêté par cette histoire d'autorité parentale conjointe, de la nécessité d'avoir l'accord des 2 parents pour suivre les enfants. Quand on est face à des enfants maltraités, bien évidemment, on ne peut pas avoir l'accord, enfin très rarement, des 2 parents, en particulier dans les cas d'inceste. Et honnêtement, moi je pensais que ça ne s'appliquait pas justement dans ce cadre-là. Ça ne s'applique pas, pourtant j'ai été poursuivie pendant 6 ans pour ça. Donc c'est que quand même, il y a des choses pas claires dans la loi, sinon j'aurais pas pu être poursuivie pour ça. Vous avez gagné sur ce point-là. J'ai gagné parce que j'avais été en rapport avec le père. J'ai pas gagné parce que j'ai gagné parce qu'en réalité, heureusement, j'ai pu prouver que j'avais été en lien avec le père. Mais si j'avais eu aucun lien, peut-être que j'aurais perdu. C'est-à-dire que pareil. Et surtout, on est obligé d'arrêter les suivis de ces enfants-là. C'est-à-dire que moi, quand le père m'a demandé d'arrêter le suivi, j'ai été obligée d'arrêter le suivi. Donc, et tous les autres enfants, pareil. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on est obligé d'abandonner ces enfants. On les suit un peu, ils nous font confiance, on recueille leur confidence, on fait un signalement. Et une fois qu'ils nous font confiance et qui se disent qu'enfin quelqu'un va les aider, va les protéger, on est obligé d'arrêter de les voir et on les abandonne. Et ça, c'est pas que moi, c'est tous mes collègues. Et ça, c'est plus possible. Il fait de gros ennuis à des personnes
qui prennent leur responsabilité de signaler des violences sur des gamins. Et en fait, c'est eux qui ont des ennuis. Ils poursuivent ces gens-là au lieu de poursuivre, de faire en sorte que les agresseurs soient mis en face de leur responsabilité. On est dans un système totalement inversé quand même. C'est totalement pervers comme système. Évidemment, même en prenant des précautions, je prenais un risque. Et effectivement, j'ai eu ce blâme pour diffamation. Mais on vous punit. C'est d'ailleurs pour ça, après, j'arrivais plus... Enfin, j'ai eu du mal à accepter tout cela. Ils sont nettement complices des agresseurs sexuels. C'est-à-dire, ils protègent les collègues qui sont présumés agresseurs sexuels. 2, ils engueulent les collègues qui dénoncent des agressions sexuelles auprès des enfants. Donc ça, pour moi, c'est objectif. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, mais effectivement, c'est ça que ça donne comme notion. Comment on vérifie les casiers judiciaires des gens, à quelle fréquence? J'ai l'impression qu'il y a aussi un problème par rapport à ça, des questions par rapport à ça. La résilience, c'est pas un gargarisme. Enfin, pour l'instant, on en bouffe à toutes les sauces de la résilience. C'est joli, c'est sympa comme mot, mais enfin... Ça en vient à désigner, à la base, c'est un concept de physique, il me semble. Donc, effectivement, ça peut désigner à peu près tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'on met dans ce concept-là en santé, et surtout comment on fait? Il y a des réseaux antidouleurs qui se mettent en place. Effectivement, ça, c'est très très bien, parce que c'est pluriprofessionnel. J'avais jamais eu idée de ma vie de faire de la plongée sous-marine. Franchement, c'était loin de moi. Et en fait, ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour moi, 2 niveaux déjà, parce qu'en fait, quand on plonge, on est obligé de se concentrer sur sa respiration et sur son corps. En fait, on est vraiment axé, sur justement, les pensées et le corps sont obligés d'être ensemble. C'est mécanique parce que sinon, si tu plonges et que tu oublies de te concentrer, c'est un peu dangereux quand même. Donc ça a extrêmement bien fonctionné pour moi. Puis alors il y avait un autre aspect intéressant, c'était que finalement ça m'apprenait à aller un peu au-delà de ma peur, parce qu'à la base, moi, je veux dire, c'est extrêmement difficile pour moi de faire ça. Enfin, c'est un challenge aussi, un challenge mental, et qui me permet de me réapproprier ma vie en fait. Dans ce qui a été décrit, c'est qu'il était intervenu sur une grossesse extra-utérine. Et je me suis dit, mais en fait, il n'opérait pas que les appendicites. Donc, et puis, à un moment donné, dans les mots qu'il a prononcés, il y a des mots qui n'étaient pas fœtus, mais en tout cas qui finissaient par us. Et il a une façon de prononcer ces S qui sont particulières. Et là, ça a été physique. J'ai cru que je faisais un malaise cardiaque. Mon cœur s'est emballé et j'ai eu l'impression d'avoir l'élément qui me manquait et d'avoir du coup, là c'est pas un visage sur celui qui m'avait reçu ce jour-là, puisque je l'avais quasiment pas vu, et je passe le détail en obstétrique, vous voyez pas forcément le visage en effet de celui qui vous examine. Je pense qu'il a, voilà. Et depuis, donc vous êtes peut-être une nouvelle victime du... Ah ben, je suis certaine que de toute façon, il a avoué lui-même qu'il y en a beaucoup plus. À votre avis, combien ? Le directeur d'enquête a dit 3000, mais moi j'ai fait les comptes des personnes qu'il a sans doute opérées, sachant que là aussi, en appelant la sécurité sociale depuis des années, on aurait su combien de personnes il avait opérées. Moi, d'après les calculs que j'ai pu faire, puisque Joël Le Squarnec opérait, il l'a dit lui-même, entre 10 et 15 personnes, mais c'est à vérifier. Mais ça représente entre 12 et 18 000 personnes, et ma fourchette est très large. Mais ça, il y a très certainement des moyens aujourd'hui d'enquête qui permettent de savoir exactement combien de personnes il a opéré, sachant qu'il a aussi reconnu dans le procès lui-même qu'il ne signait pas toujours lui-même les comptes rendus opératoires des opérations qu'il avait pratiquées, faute de secrétaire. Et quand on lui a demandé qui les signait à ce moment-là, il a dit que ces documents étaient signés éventuellement par le médecin qui l'avait remplacé lui-même. Le Squarnec a été signalé aux autorités françaises par le FBI en 2004 pour avoir visionné des images pédopornographiques sur le dark web. En 2005, il a été reconnu coupable et condamné à 4 ans de prison avec sursis, sans interdire aux chirurgiens de travailler avec des enfants. Le Conseil de l'ordre régional a estimé que de visionner des images pédopornographiques n'est pas contraire au code de déontologie.
Je fais appel et l'ordre fait appel aussi, le conseil départemental fait appel aussi, parce qu'il trouve que ma sanction est trop légère. D'accord. Et qu'ils ne sont donc pas satisfaits de ma sanction. Et vous faites appel parce que vous n'êtes pas d'accord? Et moi, je fais appel parce que je ne suis pas d'accord d'avoir un avertissement, parce que pour moi, j'ai rien fait. Ouais. Donc, je fais appel aussi. Et sur la deuxième plainte, je ne fais pas appel puisque je la gagne. Donc, celle du président de protection de l'enfance, là, de cette association qui a été dissoute au bout de 3 mois. Je gagne. Ils sont condamnés conjointement, donc ce président, enfin cet ex-président et le conseil départemental à me verser 1 000 € et ils font bien sûr appel puisqu'ils estiment qu'ils n'ont pas à perdre une telle affaire. Donc là, je suis à nouveau poursuivie en chambre disciplinaire nationale en appel pour ces 2 plaintes. Et ça se termine comment? Ça se termine que celle de l'ex-président de l'association, je la gagne à nouveau. Donc, ils estiment que je n'ai pas fait aucune menace dans ce mail et ils condamnent conjointement l'ordre. Et d'ailleurs, cet ex-président s'est désisté entre-temps. Hein. Il n'est plus plaignant, donc j'ai plus que l'ordre qui me poursuit pour cette plainte. D'accord. Ah, mais décidément, l'ordre, ça non, mais oui, je n'avais plus de plaignant. Au national, je n'avais plus aucun plaignant. Je n'avais que l'ordre qui me poursuivait. Ok. Ce qui est rarissime, ce qui n'arrive jamais. Oui, ce qui n'arrive jamais. Je me suis retrouvée condamnée encore pour immixtion dans les affaires de famille, pour, je crois, à peu près les mêmes raisons. Mais pour aussi, donc c'est pour la vidéo de Playmobil, d'après ce que j'ai compris, mais c'est aussi, il marque, pour avoir soutenu la mère à faire reconnaître les maltraitances sur ses enfants. Ça, c'est marqué tel quel dans ma condamnation. Alors là, je ne comprends pas parce que mon code de déontologie m'impose d'agir pour faire reconnaître les maltraitances. Donc je ne comprends pas en quoi le soutien de cette mère pour faire reconnaître les maltraitances sur ses enfants puisse m'être reproché. En fait, c'est juste ce procès, il est révélateur de quelque chose que je sais depuis longtemps, qui est que très souvent, derrière un pédocriminel, il y a des centaines de victimes. Il faut quand même savoir que dans les hôpitaux où il travaillait, il y avait d'autres pédocriminels. Comme l'anesthésiste qui a été condamné lui aussi pour détention de documents pédopornographiques. Il a bénéficié d'une omerta incroyable. Comment est-ce qu'on a pu continuer à le laisser exercer à partir du moment où, en 2005, il était condamné pour détention de documents pédopornographiques? C'est à minima 12 ans, où il a fait énormément de victimes, et où là, on se dit, bon, il avait été condamné, quoi, le type. Donc, il était chirurgien, on peut quand même se dire qu'au niveau du code de déontologie, c'était moyen. Hein. Il y a quand on pense qu'on a des pédopsychiatres au nom du code de déontologie qui sont sanctionnés parce qu'ils ont fait des signalements d'enfants en danger, et que, par ailleurs, on a un type qui est condamné pour détention de documents pédopornographiques et qui s'en tire, non seulement il n'a pas de suspension, on l'empêche pas d'exercer avec des enfants, mais il a même pas un blâme. Bon, on peut quand même un petit peu s'interroger sur la position et ce que cherche l'institution, parce que c'est quand même super bizarre, c'est pas normal. C'est un dossier que je traite actuellement. Je défends la mère. Et le petit garçon a 7 ans, il va avoir 8 ans. Et ça fait 2 ans qu'il dit qu'il a peur de son père, que son père lui fait du mal, que son père l'a tapé. Il le dit aux éducatrices, il le dit à l'école, il le dit évidemment à sa mère. Heureusement, on est face à un petit garçon qui est tellement courageux. Enfin, je veux dire, moi, ça m'émeut à chaque fois parce que c'est dur de se dire qu'on fait peser toute cette responsabilité sur des enfants qui sont si petits. Et ce petit garçon est extrêmement courageux, mais personne ne veut continuer
à le protéger, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que sa mère se démène pour le protéger. Mais aujourd'hui, la juge aux affaires familiales, à la fin du mois de décembre dernier, a décidé qu'il devait retourner chez son père tous les mercredis, puis un week-end sur 2, puis là, à partir de l'été, la moitié des vacances scolaires. Alors que ce petit garçon s'est exprimé très clairement. Et il a dénoncé il y a peu de temps, fin décembre, des faits d'inceste très graves. Et le pire encore, c'est que depuis que ce petit garçon est obligé de revoir son père tous les mercredis, il y a le directeur de l'école qui est très inquiet parce qu'il a vu un changement énorme chez ce petit garçon qui s'isole, qui ne parle plus à personne, qui pleure parfois tout seul. Pire encore, ce petit garçon est venu demander à 7 ans, vous vous rendez compte, un rendez-vous chez le directeur pour s'épancher auprès de lui. Et donc le directeur a fait un signalement en disant voilà, ce petit garçon me dit qu'il veut mourir, ce petit garçon me dit qu'il va mourir s'il retourne chez son papa. Le directeur a fait un signalement. Le petit garçon en a également parlé à sa psy parce que la mère a mis en place un suivi pédopsie. Et la psy est très inquiète, très inquiète des révélations du petit garçon. Elle a fait un signalement. Ce petit garçon va également à la piscine tous les mercredis après-midi ou je ne sais plus quel autre jour. Et la professeure de piscine est très inquiète parce qu'elle a vu un changement brutal. Le parquet me répond « Cher maître, je vous remercie, mais nous connaissons ce dossier. C'est un conflit parental aigu. » La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a également reproché au docteur Izard de se fonder sur sa qualité de président d'une association de protection de l'enfance pour s'exonérer de ses obligations de médecin et de prodiguer des conseils à Madame B. Elle a ainsi méconnu l'obligation déontologique de ne pas s'immiscer dans les affaires de famille. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au docteur Izard, à raison de ceci, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 3 mois. Le 30 mai 2022, le Conseil d'État annule cette décision et renvoie l'affaire devant la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins. Le 18 janvier 2023, la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins inflige à Madame Izard la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de 3 mois, dont 1 mois assorti du sursis. J'arrive et là, j'avais le téléphone, je mets Célia sur les toilettes et en mettant Célia sur les toilettes, j'enlève son bas et je découvre sa culotte pleine de sang. J'ai quand même fait les grèves de la faim, grève de la soif, une action dangereuse. Nous avons dormi 3 nuits par moins 7 degrés devant le Conseil de l'Ordre. Un jour de plénière où 14 médecins sont descendus et ont tourné la tête de l'autre côté. On ne nous a jamais demandé, lors de ma grève de la faim, si j'allais bien ou si j'allais mal. Seul le parquet est venu prendre des nouvelles. Combien de jours ? J'en ai fait plusieurs. Celle-là, j'ai fait 38 jours devant le Conseil de l'Ordre.